On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit un autre concurrent de Lavoie. Il est originaire de Marieville. Il était là d'ailleurs dimanche dernier. Il a choisi l'équipe de Louis-Jean Cormier. Il s'agit de Simon Petit, âgé de 33 ans. Et vous allez voir durant l'entrevue que c'est quelqu'un qui roule sa bosse depuis fort longtemps. Et peut-être que Lavoie est le petit élément qui va faire en sorte que ça va lui donner suffisamment de visibilité pour croître dans sa carrière d'artiste. Mais d'abord, on parle de l'urgence. Vous savez, l'urgence de l'hôpital du Haut-Richelieu est probablement l'une des urgences les plus fréquentées en Montérégie, probablement la deuxième. Il y a des jours où on reçoit près de 50 ambulances, sans compter les autres cas qui arrivent et les vrais cas d'urgence. Mais on sait que l'une des problématiques sur le territoire, c'est pas tant l'urgence que les cliniques dans la périphérie, ce qu'on appelle les alternatives. Et malheureusement, pour X raisons, les gens se ramassent quand même à l'urgence et attendent des heures et des heures, sans compter les débordements dans les corridors. Bref, les mois de décembre et de janvier sont probablement les plus difficiles à traverser. On fait le point de toute cette situation avec Mme Boucher du C3S. Parlons maintenant de l'urgence de l'hôpital du Haut-Richelieu. On sait, on est dans une période de l'année où c'est âprement fréquenté. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait un peu de l'état de la grippe, H1N1. On sait aussi qu'il y a la bactérie, c'est difficile. Bref, les infections, c'est un moment difficile. Il y a eu le temps des fêtes également où il y a eu des pointes aussi. Bref, on va faire un peu le tour de la question avec Mme Chantal Boucher. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, en plus de ça, il faut le dire, c'est une parenthèse, mais vous vivez aussi des travaux. Il y a eu des travaux, disons, de réfection temporaire pour vous permettre d'opérer à l'urgence le temps que la construction se fasse. Donc, ce n'est pas un contexte, disons, facile pour les gens qui y travaillent. Non. Par contre, les travaux sont terminés déjà depuis presque un an. D'ailleurs, effectivement, ça fait un an. On a terminé à la fin de la période des fêtes l'année passée. Donc, cette partie-là est terminée. Je pense qu'on est mieux équipé pour nos gens actuels. C'est sûr qu'en termes d'espace, notre urgence, on le sait, elle n'est pas assez grande pour l'ensemble des civières qu'on a. Vous disposez de combien de lits à l'urgence? On a, au permis, on a 37 civières. Donc, c'est adéquat pour les services qu'on a à rendre, à la condition qu'on arrive à faire une gestion de nos lits de façon optimale. C'est-à-dire que tous nos continuums avec la première ligne, qu'on puisse donner nos congés rapidement, puis que les services en clinique familiale, nos suivis patients puissent se faire dans le réseau. Là. Bon, si on regarde, je ne sais pas si on dresse un relevé des 2 derniers mois, est-ce qu'on était à plus de 100 de taux d'occupation chez vous? Oui, absolument. Ça a été une période difficile, un petit peu moins que l'année passée durant la période des fêtes. L'année passée, durant la période des fêtes, ça avait été très important. On avait eu beaucoup d'influenza, beaucoup de gastro-entérite qui avaient occupé de façon importante notre urgence. Cette année, on a été occupé aussi, mais avec moins de périodes d'influence importante durant la période des fêtes, c'est-à-dire du 24 décembre là, au 1er janvier. On a eu des pics, mais ça n'a pas été là nos plus grands pics. Là. On a eu, depuis le 5 janvier jusqu'à fin janvier, une période d'activité beaucoup plus importante. Là, plus que durant les fêtes? Oui, beaucoup plus que durant les fêtes. Et quand vous dites une pointe, pour vous, ça représente combien de personnes Bien, d'urgence? ça représente, on a eu jusqu'à 75 patients sur civière, alors qu'on a 37 civières au permis, puis 15 civières qui est de l'unité de courte durée, là, qui sont à même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on entasse des patients dans le corridor? Ça veut dire, oui, effectivement, on utilise 2 corridors qu'on a adjacents à l'urgence pour mettre des patients en surcapacité. C'est ce qu'on appelle la surcapacité. Et on avait mis des patients là, dans cette période-là qui était difficile en médecine de jour. Donc, les gens qui sont venus en ambulatoire ont pu observer qu'il y avait des patients hospitalisés. Quand vous êtes en surcapacité, ça occasionne quoi comme délai pour les gens qui attendent à l'urgence? Parce que on dit, souvent, les gens se sentent toujours un peu coincés. Bon, on se dit là, il faudrait que je consulte, que je m'en vais-tu à la clinique? Non, je me promène. Bref, parfois, on dirait que malheureusement, encore aujourd'hui, la porte d'entrée reste encore un peu l'urgence. Est-ce que le fait d'être en surcapacité fait en sorte que ça occasionne des délais assez importants?
Bien, je dirais que c'est sûr que les gens sont toujours vus en fonction de leur niveau de priorité. Hein? Fait que dépendant qui arrive, puis s'il arrive pour les bonnes raisons, c'est-à-dire vraiment un cas d'urgence, il va être vu en priorité, qu'on soit en surcapacité ou pas en surcapacité, on va traiter nos patients urgents. Par contre, c'est sûr que si j'ai besoin de coucher un patient, j'ai plus de civière, bien, il faut que je fasse de la place. Donc, je suis en mouvement pour trouver un endroit pour localiser. On travaille fort, la pression est à l'urgence, mais beaucoup sur les unités de soins aussi, où on a mis les patients dans les corridors aussi, dans certaines unités, pour justement créer de l'espace à l'urgence pour être capable de coucher les patients qui nécessitaient des soins sur civière. Fait qu'on travaille fort à ce niveau-là et je pense qu'il faut rassurer les gens dans le sens que s'ils ont besoin d'être couchés sur civière ou ils ont besoin des soins urgents, ils vont les avoir. Par contre, pour les patients qui sont dans la salle d'attente, qui sont des P4, des P5, ça c'est le niveau de priorité, bien, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut se questionner, est-ce qu'ils devraient consulter en clinique externe? Est-ce qu'ils devraient consulter au niveau des cliniques privées? Alors, il y a d'autres alternatives à l'urgence. Des fois, c'est Info Santé aussi qui peut nous aider à savoir, je vais-tu à l'urgence ou ça peut-tu attendre? Mais est-ce que les alternatives sont efficaces? Moi, il y a quelques cas qui m'ont été rapportés durant les fêtes où on se dit, bon, je ne sais pas, on a une otite, un amygdalite, une sinusite, on se dit, bon, je n'irai pas à l'urgence pour ça parce que je ne suis pas à l'article de la mort. Là. Bon, c'est pas une crise cardiaque. Là, je ne sais pas, tu dis, ben bon, je vais aller, disons, à Midi-Soleil, on se pointe là à 6 h le matin, là, on finit par rentrer à 8 h, puis là, malheureusement, je ne sais pas, moi, il y a 22 rendez-vous disponibles, et là, il n'y a plus de place pour nous. Là, la personne, elle fait quoi? Elle se rend à l'urgence? C'est ça le dilemme auquel les gens sont confrontés. Vous avez raison, c'est un enjeu dans notre réseau. On travaille très fort avec les GMF, avec les cliniques privées pour faire une offre de service qui répond aux besoins. Puis on sait, le besoin, il n'est pas juste de 8 à 4, là, dans le sens, puis ni 5 jours par semaine, mais bien 7 jours par semaine. Donc, on a déjà une entente avec certaines cliniques, là, pour des fois, il y a des patients qui cotent justement P4, P5, qui répondent, dans le fond, qui ne répondent pas aux critères d'urgence, puis qui pourraient être vus le lendemain matin dans une clinique. Donc, on a des ententes comme ça qui nous permettent de référer certains patients. C'est ça qui est difficile, notamment un des cas qui m'était rapporté. La personne se présente 2 matins consécutifs à Midi-Soleil pour se faire dire qu'il n'y a pas de rendez-vous. Finalement, se rend à l'urgence un dimanche après-midi, passe le soir et la nuit là jusqu'au lendemain matin, 16 heures plus tard, et on lui dit, bon, bien finalement, on ne pourra pas te passer à l'urgence, donc rends-toi à Midi-Soleil à 5 heures l'après-midi. Donc, on a l'impression qu'on promène le patient d'une place à l'autre, puis on se dit même des fois, pour quelqu'un qui est malade, est-ce que l'urgence est vraiment l'endroit désigné pour attendre? C'est ça le dilemme. Et là, je me dis, les gens qui nous regardent, ils font quoi? Ils vont à la clinique, il n'y a pas de place à la clinique, ils vont à l'urgence, mais l'urgence leur dit, bien, retournez à la clinique parce que là, on vous donne un rendez-vous. C'est quoi le meilleur choix? Mais moi, je dirais d'abord, appelez Info Santé pour être sûr que vous avez besoin de voir un médecin. Donc, en fonction de l'état de situation, il y a peut-être des choses qui ne nécessitent pas nécessairement une visite médicale. Mais si Info Santé nous dit que ça prend un médecin? Bon, à ce moment-là, effectivement, je pense que la première option, c'est d'aller en clinique si ce n'est pas un état urgent, dans le sens où parce qu'Info Santé peut vous diriger directement à l'urgence. Et là, je fais mon avocat du diable. Et s'il n'y a pas de place à la clinique? Bien, à ce moment-là, c'est sûr que l'alternative, pour le moment, c'est l'urgence. Mais dans un cas qui est un P3, P4, P5, ça veut dire que c'est quelqu'un qui potentiellement va attendre 8, 10, 12, 15, 16 heures? Un P3, normalement, non. C'est sûr qu'il y a des périodes d'achalandage extrême, mais il faut comprendre qu'un P3 va être évalué de façon régulière parce que son état peut changer, parce qu'un P3, c'est quand même une situation qui nécessite habituellement l'urgence. Fait qu'on va le réévaluer de façon régulière. Mais un P4 ou un P5? Il va être évalué, mais de façon à une distance beaucoup plus grande, puis au besoin, il va être vu si son état change. Mais effectivement, il va se trouver à attendre là, en fonction du nombre de patients puis d'ambulances ou de priorités qui vont arriver. Mais dans le cas d'un P4 ou d'un P5, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de justement d'évaluer le patient et de dire, écoutez, finalement, n'attendez pas 16-20 heures ici, là, tout de suite, on va vous donner un rendez-vous dans une clinique? Ça, c'est fait. Pour certains patients, comme je vous dis, quand je dis qu'on a une entente avec la clinique Midi-Soleil, pour donner un exemple, puis je pense qu'on va travailler à avoir de plus en plus d'ententes comme ça, c'est justement pour référer nos patients. Donc, on a un certain nombre de places qui sont réservées, sauf que le patient va être vu le lendemain, mais il va être sûr d'être vu par un médecin. L'infirmière aussi va évaluer au triage là, certaines options pour le patient. Bon.
Je n'ai pas vérifié l'information, mais certains me disaient, bon, aujourd'hui, avec les moyens électroniques et tout ça, est-il vrai de dire qu'il y a certaines cliniques au Québec qui utilisent des systèmes de SMS ou de messages où quand les gens rentrent, c'est allez-vous-en chez vous, puis on va vous envoyer un SMS pour vous rappeler, puis revenez. Non, ça n'existe pas, ça? Ou... En tout cas, moi, j'en suis pas. Je ne suis pas au courant de ça, donc je ne pourrais pas m'avancer là, à ce niveau-là. Parce qu'on se dit aujourd'hui, si on nous envoie des messages pour nous dire qu'il ne faut pas stationner le soir dans la rue, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen un jour d'instaurer un système où la personne, plutôt que d'attendre 16 heures à l'urgence, puisse attendre dans le confort de son foyer puis se faire rappeler quand c'est le temps de revenir? Je ne sais pas si c'est dans vos plans, dans vos projets, si ça existe. Pas en tout cas, dans l'immédiat, non. Je vous dirais qu'il faut évaluer aussi la responsabilité en lien avec l'état du patient. Donc, si je retourne le patient à la maison, comme quand on parle des P4, P5 qu'on envoie à Midi-Soleil, ils ont été évalués par l'infirmière. Je suis sûre, en fonction de ce que j'ai évalué de la condition, qu'en principe, il ne se détériorera pas. Puis j'y ai donné des consignes que si ça arrive, de se représenter. Parce qu'il y a quand même un enjeu là, par rapport à s'assurer que la personne soit en sécurité. Fait que c'est sûr que si, avec des protocoles, je pense que c'est quelque chose qui peut être, comme on fait avec la clinique Midi-Soleil, dans le fond, de se représenter. Mais ça serait mieux que s'il est capable de faire ça pour aller en clinique, ça serait mieux qu'il se représente en clinique, puis qu'on ait des ententes plus avec des cliniques que des amener à l'urgence. Ils ne nécessitent pas le plateau technique ou toute l'infrastructure que demande une urgence. En termes d'optimiser notre réseau. Là. Fait que ça, c'est important d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits en fonction de leur état de santé. Là. Fait que parce qu'on le sait, le plus difficile dans le réseau actuellement, ça reste toujours la fameuse porte d'entrée qui est l'urgence, parce que tout le monde le sait. Une fois qu'on est pris en charge, je ne pense pas que les gens, au contraire, trouvent qu'on reçoit d'excellents soins, mais puis là, pauvre vous, c'est vous qui êtes la porte-parole de l'urgence. Mais en quelque part, c'est toujours un peu le même pattern, là, les cliniques puis l'urgence, puis on fait quoi, puis on attend, puis là, c'est sans compter les gens qui n'ont pas de médecin de famille, puis bon, les listes d'orphelins et tout ça. Donc, c'est difficile. Je ne sais pas si un jour, une fois que les travaux seront complétés, si on aura plus d'espace ou plus de lits ou plus qui va faire en sorte que notre urgence aura une capacité d'accueil, disons, peut-être un peu plus élevée, là. Bien, déjà, ce qu'on travaille, c'est pas d'augmenter la capacité d'accueil de l'urgence, parce que je pense que c'est pas la piste de solution à venir. C'est les alternatives. C'est plus les alternatives, c'est-à-dire utiliser nos lits à bon escient, c'est-à-dire être sûr que les patients qui sont dans les lits, c'est vraiment les patients qui nécessitent un plateau technique, donc qu'on a développé, parce qu'actuellement, c'est pas de la mauvaise volonté, mais il faut développer. Quand vous dites qu'il y a tant de patients qui n'ont pas de médecin de famille, c'est un enjeu. Il faut s'assurer comment on répond à ces patients-là de façon transitoire, autre que par l'hospitalisation ou par l'urgence pour donner les soins de santé dont ils ont besoin. Le clostridium difficile, disons qu'on ne fait pas exprès pour aller à l'hôpital. Non, je pense qu'on évite ça. Vous avez quand même une bonne éclosion actuellement. Oui, absolument, c'est ça. Fait que, actuellement, ce qu'on travaille, puis ce qui a été travaillé dans la dernière année, il y a eu la relance, c'est-à-dire qu'un patient qui doit être revu par le médecin de l'urgence pour un problème de CSST ou un problème important qui doit être évalué, qui est antibiotique IV ou autre, n'est plus maintenant revu à l'urgence, il est revu en ambulatoire. Donc, toutes ces visites-là qui venaient à l'urgence, dans le fond, puis qui réattendaient pour être revus, puis qui avaient déjà vu le médecin, puis que c'était juste un suivi, on les a détournés vers la médecine ambulatoire ou vers des services en première ligne. Fait que ça, c'est une partie qui est faite. Et là, ce qu'on veut travailler, c'est vraiment l'alternative à l'hospitalisation et raccourcir nos durées moyennes de séjour à l'hospitalisation pour être capable de voir ces patients-là dans nos services ambulatoires. Puis on a dernièrement eu une bonne nouvelle là, où on va pouvoir dégager certains espaces dans l'hôpital qui n'ont pas besoin d'être à l'hôpital, puis on va être capable de mettre plus de services ambulatoires pour dégager notre temps. Parce que l'urgence, c'est la conséquence de tout notre système. Hein? C'est pas, je pense que les gens ne veulent pas venir attendre 10 puis 12 heures à l'urgence. Ils ont d'autres choses de plus importantes. Il faut comprendre que c'est un symptôme de tout le système. Fait que si on ne s'attaque pas au système puis qu'on s'attaque juste à l'urgence, bien, on n'aura pas des résultats là, qui vont être durables. Fait que c'est là-dessus qu'on met tous nos efforts au moment où on se parle là, pour vraiment travailler au niveau de notre trajectoire de soins. Madame Boucher, merci beaucoup. Merci. Bonne chance à vous. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit un jeune homme de Marieville qui participe actuellement à La Voix.
chaque semaine, et c'était un peu comme ça aussi l'an dernier, La Voix, cette émission hyper populaire du dimanche soir, nous réserve des surprises et surtout nous fait connaître des gens de chez nous qui ont passé au travers les auditions, probablement de quoi 5000 concurrents au début. Et là, finalement, on se retrouve pardon, dans la partie qu'on appelle un peu à l'aveugle, donc ces auditions à l'aveugle. Et dimanche dernier, c'était au tour de Simon Petit de Marieville de passer dans le processus. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue, félicitations. J'aime bien passer dans le processus. Bien, c'est tout un processus. Oh, oui, absolument. C'est tout un processus de longue haleine et d'efforts soutenus jusqu'à l'espoir qu'il y a quelque chose qui... Vraiment l'espoir. Et l'espoir se lit dans les yeux quand les gens sont sur scène. Oui, surtout les miens, ça a l'air. Et surtout quand il y a une première chaise qui se tourne. Hein? Oui, absolument. Là, il y a quelque chose qui se passe dans la tête, Absolument. dans les yeux. Là, on voit une délivrance, on dirait. Bien, c'est sûr qu'on chante, on a du plaisir en chantant, puis dans ces événements-là, on a tendance à... Je dis on, là, mais je parle pour moi. J'ai tendance à oublier un peu de vivre la chanson comme telle, parce qu'il y a tellement d'enjeux aussi en même temps, mais t'essaies de focusser. Puis là, aussitôt qu'il y en a un qui tourne, que là, la pression comme elle disparaît, on dirait là, ouh, la tête à part ailleurs, puis là, on est dans la chanson comme jamais. Est-ce que c'était la première fois que tu posais ta candidature dans un concours? Oui, c'était la première fois. Pas de Star Academy avant? Non, je pouvais pas, en fait. J'ai toujours été signé, j'ai été chanceux, j'ai toujours été signé avec des compagnies de disques. Puis à ce moment-là, la majorité des concours, si tu as déjà fait des albums auparavant, tu peux pas. Tandis que La Voix, ce qui est merveilleux, il n'y a pas de contrainte. Il ne faut pas être signé présentement, mais peu importe le bagage antérieur à ça, tu peux participer. Bon. Et là, dans le cas de cette année, donc c'était vraiment ta décision? Est-ce que quelqu'un de ton entourage t'a poussé vers ça? En fait, l'année passée, j'ai fait la file et j'ai tourné de bord. T'as viré de bord? Oui, absolument. J'ai attendu comme 6 heures. J'avais juste tourné comme un coin. Puis j'étais pas sûr que je voulais... Tu sais, on connaissait plus ou moins le concept. Après avoir vu l'émission, après avoir vu plusieurs personnes que je connaissais... J'aurais peut-être dû rester. J'aurais peut-être dû rester, mais je pense que... Je sais pas, à ce moment-là, je n'étais pas dû. Puis là, cette année, je me suis vraiment pris d'avance. Là, t'as attendu combien de temps, ce coup-là, cette année? Beaucoup moins. En fait, j'ai été là la première journée à Montréal, puis j'ai passé comme 54e. Là. Donc, je suis arrivé quand même très tôt. Je suis arrivé vers 6 h du matin, mais à 11 h, j'étais parti de là. Bon. Et là, finalement, donc, tu es passé dans la première étape. Le premier filtre. Le premier filtre, si on veut, d'à peu près quoi? 5000 personnes, hein, je pense. Oui, 5300. 5300. Ouais. Et là, donc, vous êtes quoi, une centaine à être auditionnés à l'aveugle? 112. Pour 48 places. Pour 48 places. Là, on le sait, puis bon, je le répète à chaque émission, donc les 9 premières émissions sont préenregistrées. Donc, toi seul et ton entourage ou ceux qui étaient là connaissent le destin parce que, bon, il y a les 5 premières émissions où c'est ce qu'on voit. Après ça, il y a les duels que tu as fait. Fait que là, toi, tu sais si tu as gagné ou si tu as perdu le duel, mais ça, l'avenir nous le dira dans pas long. Parle-nous de toi. Bon, premièrement, tu as quel âge? J'ai 33 ans. 33 ans, bientôt 34. Et la musique fait partie de ta vie depuis toujours? Depuis toujours. Depuis que j'ai 9 ans, j'ai commencé à faire la musique, la guitare à 9 ans. J'ai eu des bands adolescents. Je faisais du rock alternatif en anglais. Je chantais pas en français, mais je comprenais absolument rien de ce que je chantais. Puis, à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait, puis je me suis mis à composer en français. Puis j'ai parti à un band qui s'appelait Exode. On remonte à peu près 10 ans. Puis j'ai eu quand même un certain succès avec cette band-là. Je me suis séparé du band, tous les gars, on a arrêté ça, puis j'ai parti ma carrière solo après ça. J'ai ressorti un autre album, ça s'appelait Comme Toi. Puis encore là, il y a eu un petit succès, mais jamais assez pour que ça décolle vraiment. Est-ce que c'est difficile, ce bout-là? Parce que quand on décide de faire ça, je ne sais pas si tu faisais ça à temps plein ou si c'était ton espoir de faire ça à temps plein, mais comment ça se vit quand là, on part solo, on lance un album, ça fonctionne bien, mais ça n'a peut-être pas le succès que toi, tu voudrais. Ouais. Ça se vit comment, ces années-là? Ça se vit, c'est beaucoup de up and down. C'est-à-dire que tu lances l'album, tu as beaucoup d'attention, il y a plusieurs projets, puis là, tu vois que ça redescend. C'est les creux qui sont les plus difficiles. Le pire, c'est quoi? C'est d'essayer de se tailler une place dans les radios commerciales ou c'est...
ou c'est ça que tu voulais? Ben c'est un ensemble. C'est sûr que quand tu as l'appui des radios, j'ai quand même été chanceux là-dedans parce qu'ils m'ont toujours aidé. Quand même un peu, je tournais quand même dans les radios majoritairement partout au Québec, mais c'était pas des grosses rotations, ou c'était peut-être pas le bon timing pour sortir telle chanson. Fait qu'il y a plusieurs facteurs combinés à ça. Mais c'est sûr que c'est un parcours assez... tu mets ta vie tout en suspens pour ça tout le temps. Ah, je ferais pas telle chose au cas que ça fonctionne. Je ferais pas tel projet au cas que la musique fonctionne. Puis oui, j'ai réussi à vivre de ça un certain temps, mais jamais c'était sur une période où j'ai pu dire, OK, là, je vis vraiment bien de ça. Là. J'avais tout le temps des job-ins un à côté de l'autre. Je cherchais des petits travaux, des places pour jouer, pour m'en sortir, mais jamais rien manqué. Mais en même temps, c'était pas, je roulais pas sur l'or du tout. Et là, d'arriver, puis là, tu le vis probablement depuis dimanche. La télé, évidemment, offre une visibilité assez incroyable. Oui. Donc là, ça a dû exploser depuis dimanche, là, les Oui. appels, les courriels, les textos, Facebook et Je pense que je compagnie. ne fais que ça de ma vie. Ah, J'adore ça. plus, je mange plus. J'attendais avant l'entrevue. Parle-nous de ta performance, de ton choix de chanson. Qu'est-ce que tu as chanté? J'ai chanté une chanson d'un groupe québécois, Zébulon. Reviens pas trop tard. Ça, Zébulon, c'était le premier album, en fait, que j'ai acheté de ma vie. Je faisais de la musique depuis, comme je te disais, de 9 ans, mais ça a pris du temps un peu avant que je m'intéresse. Tu sais, je jouais les tunes que je savais et ça C'est quand même s'arrêtait là. audacieux comme choix parce que moi, je le regardais dimanche et je me rappelle, puis dans la séquence de programmation, quand tu es arrivé, là, ça a comme un peu cassé ce qui avait été fait avant. Ouais. C'était vraiment différent. Là. Ouais. C'est même, on l'a vu dans les yeux des juges. Là. C'était comme, OK, Ouais. on est ailleurs. Là. Exact. Bien, c'était le but, en fait. C'était le but de chanter en français. C'était le but de faire une chanson. Je suis beaucoup attiré souvent par des chansons peut-être un petit peu moins connues, puis de la faire à ma manière aussi. Rappelle-nous qui s'est tourné et dans quel ordre? Oh, dans quel ordre? Ça, je me rappelle que c'est Éric Lapointe qui s'est tourné en premier. Je pense que Louis-Jean s'est tourné en deuxième. Mais dans le fond, je le sais, Marc. Puis après Isabelle, mais ça, c'est parce que je l'ai revu dimanche, parce que tu me l'avais demandé depuis Sur la le semaine coup, il y avait un passée. blackout, Oublie ça, là. non, c'est ça, j'aurais hésité. Et ton choix s'est arrêté sur? Sur Louis-Jean. Pourquoi? Il est vraiment venu me chercher par qu'est-ce qu'il a dit. Tu D'entrée de n'avais pas de jeu, choix avant. Là. vraiment Tu t'étais pas. pas fait un... Vraiment pas, je m'étais pas arrêté. Moi, le seul espoir, dans le fond, que j'avais, c'est qu'il y en ait un qui se tourne et point final. Mais je m'étais même dit, j'irais peut-être pas vers Louis-Jean parce qu'il me ressemble beaucoup, puis tant qu'à faire la voix, on va comme aller peut-être ailleurs. Puis chacun ont bien parlé, j'ai eu des super bons commentaires. Mais on dirait que quand il parlait, il me connaissait déjà sans nécessairement se référer à la chanson que j'avais faite. Là. Ce qui est toujours étonnant dans les concurrents de la voix ou dans ceux, nous, qu'on a reçus ici, bon, la semaine dernière, on avait Mélina Laplante de Chambly, on avait Valérie Dor qui faisait partie de la première émission de Saint-Jean, puis l'année passée, on avait Brian Tyler, on avait Félix-Antoine Couturier, Jeffrey Piton. Et vous avez tous des parcours, tous différents, mais qui ont quand même une certaine ressemblance dans la mesure où ce sont des gens qui triment dur depuis longtemps pour se tailler une place. Ouais. C'est ça qui est hallucinant, là, surtout dans les concurrents qui ont 25, 28 ou plus que 30 ans, c'est de voir, comme Valérie, là, qui roule sa bosse depuis 12 ans, puis tu te dis comment ça se fait qu'on ne connaît pas cette fille-là au grand jour. Bon, même chose pour toi, quand j'écoutais ton parcours dimanche, je faisais comme... Comment ça se fait qu'on ne connaît pas ce gars-là plus que ça? Mais c'est ça qui est incroyable. Ben, écoute, la musique, c'est pas un milieu facile. Il y a tellement de talent, puis on essaie de se démarquer, on essaie de se faire entendre nos trucs. Il y en a certains qui, comme moi, qui écrivent leurs propres chansons. C'est une question de timing, visibilité, c'est juste ça, je pense, mais... Dernière question. Peu importe l'issue du concours, le duel ou pas le duel ou la suite, là, quand on va se retrouver l'été prochain ou l'automne prochain, là, qu'est-ce que tu vas retirer de cette expérience-là? Puis ça va être quoi tes ambitions pour la suite? C'est sûr que déjà de faire... Moi, j'étais vraiment habitué de faire mes propres chansons. Puis d'aller livrer une performance d'un autre artiste devant 2 quelques millions de personnes. Ça m'a prouvé un peu que j'étais capable de le challenger,
J'avais jamais atteint ce niveau-là, c'est sûr et certain. Fait que ça m'a donné une confiance incroyable. Peu importe ce qui va se passer, la visibilité va probablement me permettre au moins de faire écouter mes trucs. Puis à partir de là, on verra. Bien, Simon Petit, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne chance. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Expo Santé, c'est une activité qui se tient en fin de semaine au Halles Saint-Jean, donc les 7 et 8 février. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. Conseil de ville qui a lieu le 1er puis le 3e lundi de chaque mois. Et nous, avec un conseil, on fait 2 émissions, donc une série d'extraits qu'on vous diffuse les mercredis suivants. Et nos émissions, évidemment, se retrouvent sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est tous les dimanches matin, 9h30 en direct. La carte pleine est à 2 000. Et sur le territoire des 2 MRC, au Richelieu et Rouville, il y a environ 35 dépositaires pour acheter vos cartes. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. C'est beaucoup plus facile. Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet également. Si vous avez manqué les entrevues, elles sont en format vidéo YouTube, donc disponibles pour vos appareils Apple. Suivez-nous également sur Facebook et sur Twitter. Et nous, on se fixe rendez-vous. Le prochain rendez-vous d'ériclatour.com, on fait le bilan et les enjeux 2014 pour la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. À demain.